Eh bien voilà, j'accueille en studio les deux invités du jour du 11-12, Jacqueline Noah, Annie Morvan, bienvenue. Merci. À vous. Donc vous êtes respectivement présidente et secrétaire de l'association Femmes Solidaires Côte d'Émeraude. Alors c'est une association très dynamique qui est née, Jacqueline Noah, dans le contexte de l'après-guerre où les femmes se sont investies aussi. Voilà, en 1945, voilà. C'est issu des comités féminins de la résistance. Actuellement, sur Saint-Malo, combien d'adhérents avez-vous? Bon, on est autour de 150. On a perdu un petit peu avec la pandémie. Mais vous en avez retrouvé quelques-unes? Et on en a retrouvé, oui. Là, dans le bulletin. On en a retrouvé, oui. Et puis, je vais juste évoquer quelques moments que vous avez vécus récemment, en septembre, là, octobre, parce que vous êtes assez active avec des moments conviviaux comme une balade en mer le mois dernier. Voilà. Est-ce que c'est important, ça, Jacqueline Noah et Annie Morvan, ces moments-là de convivialité? Tout à fait. Oui. Tout à fait, parce qu'on a réussi à rassembler à nouveau une 60aine de personnes pour la balade en mer. Et comme il y avait la route du Rhum, on a pensé que c'était sympa de remplacer la sortie en car cette année par une balade en mer. C'est des moments où vous vous retrouvez entre femmes solidaires, parce que vous avez des moments dont on va parler dans quelques instants, on va dire plus de réflexion sur le mouvement lui-même. Oui, tout à fait. Mais là, on a aussi des personnes qui ne sont pas de l'association, qui sont venues et puis qui découvrent à ces occasions-là. Hein. Bien sûr. Ouais. Et qu'on a retrouvé après aussi au repas créole que l'on a fait dimanche le 9 octobre. Qui s'est bien passé? Très bien. Et on avait une 60aine de convives aussi, hein, préparés par nos amies rwandaises qui se sont tout à fait bien adaptées à la cuisine créole avec des acras et un colombo particulièrement goûteux. Alors c'est joindre l'agréable à l'utile, oui, parce que l'argent qui a été récolté servira aussi pour aider à lutter contre la précarité là-bas au Rwanda. Hein, oui, vous êtes dans la dynamique de la solidarité internationale. Voilà. Parce que ça fait déjà des années que vous êtes impliqué là-bas. Oui, avec mais les femmes, c'est le comité de Saint-Malo seulement pour le Rwanda, avec nos amies rwandaises, franco-rwandaises maintenant. Et donc là, on aura de quoi acheter 4 vaches. Pour donner à des familles en grande précarité. Oui, donc elles peuvent donc travailler, elles ont la production aussi du lait. Oui, voilà. Mais il faut pour ça que nos amis puissent aller au Rwanda, ce qu'elles n'ont pas pu faire en janvier 2020 à cause de la pandémie. D'accord. Et puis alors, c'est vrai que vous avez pu donc découvrir le sentier aménagé de Cézembre. Hein. Ça, c'est purement local, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure avec la sortie en bateau, pique-nique sur la plage. C'est plutôt sympa. Mais vous avez aussi été présente, les Femmes Solidaires Côte d'Émeraude, aux côtés du mouvement de la paix, parce qu'il y a un contexte international qui n'échappe à personne, qui est la guerre donc en Ukraine avec la Russie. Et vous avez tenu à dire non et à lancer un appel aussi. Oui. Tout à fait, comme on fait à chaque fois. Hein. On est solidaire du mouvement de la paix. Et puis, la paix dans le monde, ça fait partie aussi de nos valeurs. Oui, parce que les femmes et les enfants sont... Voilà, les civils sont aussi impactés. Impactés par la guerre. Et on se demande où règne la paix aujourd'hui. Tellement il y a de zones de conflit. Alors, il y a aussi... alors, je vais revenir sur la route du Rhum, parce qu'effectivement, vous l'évoquez, c'est ce qui nous concerne donc à Saint-Malo, sur le pays de Saint-Malo. Oui, parce qu'on a fait aussi, l'équipe d'animation a réalisé une exposition sur la femme et la mère, où sont décrits les métiers qui étaient réservés aux femmes, par exemple, comme les laveuses d'huîtres à Cancale. Hein. Les laveuses d'huîtres, il y a beaucoup aussi pas forcément facile d'ailleurs pour le dos, on imagine. De saunières, de paluvières, je crois que c'est ça. Des métiers physiques aussi. Hein. Des gardiennes de phare, il y a eu des gardiennes de phare. En Bretagne notamment, mais pas que. Oui. Et des pêcheuses de perles, enfin ça c'est pas chez nous. Hein. Les femmes qui travaillaient aussi pour la sardine dans les usines. Notamment à Douarnenez, je crois. Douarnenez, et avec notre Joséphine Pencalette, qui est célèbre pour les luttes qu'elle a menées et pour avoir été élue conseillère municipale, alors que les femmes n'avaient encore ni le droit de vote, ni d'éligibilité. Sacré caractère. Oui, une sacrée bonne femme, on va dire. Hein.
Et puis on a aussi, en plus de notre expo là, des panneaux sur les navigatrices qui ont participé et ou qui ont gagné la route du Rhum. Alors, Florence Artaud. Oui. Excusez-moi, Jacqueline Noix, pardon, c'est juste pour une précision pour les auditrices et les auditeurs. Le lieu de l'exposition. L'exposition, elle a été présentée déjà 2 fois pour le repas et pour la conférence que nous a fait Raphaël Queru samedi. Sur la Guadeloupe, sur l'histoire. Sur la Guadeloupe, l'histoire de la Guadeloupe. Ouais. Voilà. Donc, c'était fort intéressant. Et puis, on avait créé pour la fête du jeu et la caravane du sport de l'UFOLEP 35 un petit parcours, un petit parcours Saint-Malo-Pointe-à-Pitre qui se joue comme un petit jeu de loi. Oui. Ça a beaucoup plu aux gamins. Et on avait des bateaux avec les voiles, sur les voiles, les portraits des filles qui avaient gagné la route du Rhum, dont une Guadeloupéenne d'ailleurs, j'ai oublié le nom, mais elle est à l'honneur aussi sur nos panneaux et on va en reparler bientôt aussi. Puis la petite fiancée de l'Atlantique aussi que vous évoquiez tout à l'heure. Oui, ça c'est Florence Artaud. Voilà. Donc on a, comme vous disiez, quand même des sujets plus profonds qui sont la préparation à court, moyen et long terme, la préparation du Congrès national qui est prévu en mai à Paris, qui a déjà été reporté de 2 années à cause de la pandémie. Et on a prévu de s'intéresser particulièrement dans les thèmes qui sont proposés pour le Congrès à cette pauvreté et cette précarité galopante qui a souvent un visage de femmes et de plus en plus des visages d'enfants. Donc ça, il y aura un questionnaire et on va essayer de travailler comme on avait fait il y a quelques années avec les associations caritatives. C'est une réflexion interne, Jacqueline Noix et Annie Morvan. Oui, mais pas le questionnaire. Le questionnaire ce sera public. Oui. Non, c'est la journée du jeudi 27 octobre. C'est la journée du jeudi 27, la caravane de femmes solidaires. C'est interne à l'association pour faire une réflexion sur le comité. Voilà. Et puis, au niveau des violences, eh bien, nous avions demandé à la municipalité un banc rouge qui a été installé à côté du tribunal. Bon, il va falloir qu'il ait la plaque quand même, mais comme les services techniques sont très occupés par la route du Rhum, on attend toujours la plaque. En novembre. Et oui, et on aimerait bien qu'il soit inauguré justement le 25 novembre. Donc, on a envoyé un mail à monsieur le maire dans ce sens, parce que le soir aussi, à Cancale, il y aura projection d'un film, Le Monde d'hier, sur le thème des femmes en politique, justement, et qui relate le combat d'une présidente de la République face au scandale politique, avec Léa Drucker. Et ce ciné-débat sera animé par Michel de Messine, qui a été sénatrice du Nord jusqu'en 2017, secrétaire d'État sous le gouvernement Jospin, et avec également la participation de Marie-Claire Duron, maire de Saint-Brieuc et présidente de la communauté d'Aglo de 2017 à 2020. Et une potée d'automne le 4 décembre. Voilà. Ça crée du liant, voilà. On va dire. Donc on est très contente parce que les gens reviennent. On avait beaucoup de monde. Et alors, Annie Morvan, je sais que vous souhaitez revenir sur l'anniversaire de MeToo, des 5 ans. Voilà. Oui, c'est quand même quelque chose d'important pour nous. Vous vous souvenez qu'il y a 5 ans, donc, naissait aux USA le mouvement MeToo avec l'affaire Weinstein. Quelles conséquences, quel bilan on peut en tirer? Alors, aux États-Unis, puisque c'est parti de là, quand même, il faut peut-être en parler, le bilan judiciaire, en fait, est assez maigre. On n'est pas très étonné de cela. Il y a eu bien sûr quelques procès retentissants, très médiatisés, mais en fait, le plus souvent, les plaintes se sont soldées en fait par des accords financiers, comme ça se passe souvent aux États-Unis. Cependant, on peut quand même se dire qu'il y a eu un mouvement de fond suite au MeToo qui parcourt la société américaine. Par exemple, 70% des Américains jugent les effets de MeToo
positif. Hein. Parce que, et donc, du coup, dans les entreprises, les campus, dans le monde du spectacle et du sport, il y a de nouvelles pratiques qui s'imposent peu à peu. Alors, cela n'a pas empêché, quand même, vous vous en souvenez, malgré les protestations massives, le recul aux États-Unis du droit à l'IVG, par le décret honteux, on peut l'appeler comme ça, de la Cour suprême. Et ça nous inquiète beaucoup. C'est une véritable catastrophe. Parce qu'en fait, c'est une interdiction alors, pure et simple en fait, de l'IVG. C'est pas au cas par cas. C'est ça, d'un État à l'autre. Parce que c'est fédéral et donc la législation... c'est fédéral, mais ça encourage les États à prendre à voter des lois très, très restrictives. Donc c'est catastrophique. Et puis on se dit aussi que ça peut être un exemple pour le reste du monde. Donc c'est vraiment quelque chose de très désagréable. Sur le contexte de ce retour en arrière que vous dénoncez sur le droit à l'IVG, c'est quoi? Qu'est-ce qui a fait que... Qu'est-ce qui a fait? C'est l'équilibre, ou plutôt le déséquilibre introduit, il faut bien dire, par Donald Trump au sein de la Cour suprême. Donc petit à petit, il a remplacé, vous savez qu'ils sont nommés à vie, les juges suprêmes, il a remplacé par des républicains qui sont farouchement opposés à l'IVG. Dont un juge qui justement a été quand même poursuivi pour des accusations d'agression sexuelle. Donc, alors, qu'est-ce qu'il en est en France quand même, puisqu'il faut quand même parler de nous. Il y a eu beaucoup de petits MeToo à travers le monde, et en France aussi. Alors, d'après la plupart des professionnels qui sont témoins d'affaires d'agression sexuelle et sexiste, il y a incontestablement un après MeToo, qui ne sera plus jamais. Les choses ne seront plus jamais comme elles étaient. C'est la fin de l'impunité, c'est ça? Oui, absolument quand même. Le nombre de plaintes a explosé. L'impunité, on en reparlera. Il y a eu une évolution de l'accueil quand même réservé aux victimes. Les regards changent un petit peu. Grâce aux formations notamment qui sont proposées dans les commissariats, dans la magistrature. Chez les jeunes gens, par exemple, la notion de consentement, elle fait du chemin. Et ça, c'est très important, même si le mot féminisme fait toujours peur. Dans tous les milieux, il y a les lignes ont bougé, qu'il s'agisse de la culture, du sport, des médias, de la politique, où se créent des cellules d'écoute, plus ou moins controversées. On en a entendu parler ces derniers jours. Alors, tout cela ne se fait pas sans crispation, bien sûr. Nous nous demandons d'ailleurs dans notre comité si quelquefois les outrances ne desservent pas le féminisme. Mais cependant, comme aux États-Unis... Vous voulez parler par là peut-être du temps de la justice par rapport au temps médiatique? Voilà. C'est ça. Et donc, bien sûr. Et puis, si on regarde les chiffres quand même, parce qu'il y en a deux là qui sont vraiment fondamentaux, seuls 14,7% des plaintes pour viol enregistrées par la police ont donné lieu à une peine. C'est catastrophique. Les féminicides, alors ça c'est un mot qui est entré dans le vocabulaire courant, on a longtemps milité pour qu'il soit vraiment utilisé à Femmes Solidaires. Eh bien, les féminicides dans le couple ont augmenté de 20%. Donc, on voit, si vous voulez, les chiffres, ils sont durs. On a l'impression qu'il y a des choses qui évoluent quand même. Et puis, voilà, les choses sont là. Ce qui fait que, effectivement, les féministes sont parfois un petit peu irrités, découragés, irrités un peu par ces tableaux contradictoires. Alors, mais il y a quelque chose qui nous a mis du baume au cœur. Et vous devinez... Le Nobel de la littérature. Voilà, le Nobel de la littérature, la Nobel de la littérature, à Annie Ernaux. Alors, elle est la première Française à le recevoir, et ça nous réjouit, bien sûr. Alors, je reprendrai le titre du journal Le Monde, du 8 octobre, qui me semble très juste. Annie Ernaux, une Nobel, dont le jeu dit l'expérience commune. Et je trouve que c'est très beau et ça la définit bien,
hein. Elle dit que l'écriture est ce qu'elle pouvait faire de mieux comme acte politique. Au sens noble du terme. Oui, absolument. Pas partisan, mais au sens de la gestion de la cité, citoyen. Et donc, elle était Annie Ernaux, née Annie Duchesne, à Yvetot, mais elle est aussi toutes les femmes de sa génération. Ce n'est pas qu'une et Normande. Des suivantes, voilà. Ça, mais elle est normande, c'est sûr, on va pas lui enlever ça. C'est son droit, le plus strict. Et tout le monde ne peut pas être breton. Voilà, exactement. Et donc, de sa génération, ça c'est vraiment toujours avec émotion qu'on lit du Annie Ernaux, et des suivantes, dont elle délivre la parole avant MeToo. Et avec MeToo aussi, bien sûr. Eh bien, merci à vous, mesdames. Le temps passe vite, il y aura encore beaucoup de choses à dire, mais vous reviendrez dans ce studio. Jacqueline Noah, donc présidente de Femmes Solidaires Côte d'Emeraude, et Annie Morvan, donc secrétaire. Je rappelle aussi que vous êtes invitée par les Malouines à une table ronde sur la femme dans le sport. J'en parle parce que vous l'avez évoqué, ce sujet. Salle de Rocabé, jeudi 10 novembre à 19h, on le rappellera aussi, avec une sociologue du sport, Catherine Louveau. Donc, on vous souhaite une bonne continuation, mesdames. Merci. Plus d'adhérentes. Au revoir. Au revoir.